Et donc, pour débuter, ce webinaire à l'attention des collectivités des Hauts-de-France sur la thématique des espèces exotiques envahissantes, sujet que l'on a jugé d'actualité et d'importance au regard, en effet, des conséquences que peuvent exercer cette pression que sont les espèces exotiques envahissantes sur la biodiversité au niveau français, mais également au niveau mondial. Nous vous avons souhaité nous adresser à vous, les collectivités, puisqu'une grande majorité d'entre vous êtes concernés par la présence d'espèces exotiques envahissantes sur votre territoire, afin de vous apporter des outils, des conseils, de rappeler aussi les enjeux qui sont liés à celles-ci. Et pour ce faire, nous aurons différents temps d'intervention au cours du webinaire. Donc, tout d'abord, un premier bloc plutôt avec des interventions voilà, sur ce sujet des outils et le volet un petit peu plus technique. Ensuite, un temps un petit peu plus d'actualité par rapport aux financements qui peuvent être liés à cette thématique à travers les fonds verts, mais aussi de manière un petit peu plus large sur le champ de la biodiversité. Et enfin, une intervention pour présenter le dispositif Territoire engagé pour la nature. Et donc, pour commencer ce webinaire, à défaut de faire un tour de table de l'ensemble des personnes présentes, voilà, pour votre information, on est à peu près à 126 inscriptions pour ce webinaire. Donc, je pense que des gens vont encore nous rejoindre en cours, mais pour ne pas non plus trop tarder pour celles qui se sont connectées dans les temps. On va donc démarrer. Je vais proposer à chaque intervenant peut-être de se présenter avant, en effet, de débuter ce temps sur la thématique des espèces exotiques envahissantes. Guillaume, je te passe la parole. Mélanie, bonjour à tous. Guillaume Kadika, je suis chargé de mission biodiversité et connaissance du patrimoine naturel à l'ADREAL des Hauts-de-France et l'ADREAL est en charge du pilotage de la stratégie régionale relative aux espèces exotiques envahissantes. Merci Guillaume. Mélinda? Bonjour à tous, Mélinda Turpin du Conservatoire d'espaces naturels des Hauts-de-France. Je suis chargée de mission scientifique et je suis l'animatrice de la stratégie régionale euh, sur les EE et également celle du plan régional d'action Odonat. Merci Mélinda. Benoît? Oui, bonjour, Benoît Delangue, chargé de mission scientifique et notamment référent plantes exotiques envahissantes au Conservatoire botanique national de Bailleul. Merci Benoît. Margot? Bonjour, Margot de Gézel, je suis responsable des activités de préservation du patrimoine naturel à Fredon-Hauts-de-France et donc, entre autres, c'est en lien avec les actions en lien avec les espèces en jeu pour la santé humaine et qui peuvent être envahissantes. Merci Margot. Benjamin? Ah, ton micro, Benjamin. Ah, est-ce que là, ça marche mieux, Benjamin? Non. Oui. Si, on t'entend. Ok. Donc, Benjamin Lamidel, DREAL Hauts-de-France, chargé de mission au service eau et nature. Donc, une de mes missions, c'est référent régional fonds vert, donc sur les deux mesures, protéger et restaurer les espaces naturels et réduire les pressions sur la biodiversité de votre territoire. Voilà. Merci Benjamin. Et enfin, Marion? Bonjour, Marion Gallo, chargée de mission environnement au CPIE Vallée-de-Loutier de la Croche. Merci Marion. Eh ben, je vais vous proposer de poursuivre par des petites consignes et rappels techniques dans ce format particulier de webinaire. Donc, tout d'abord, pour faciliter l'identification de chacun d'entre vous et puis pour les échanges qui pourront se faire après via le chat, si c'est possible à chacun, via le petit bouton participant qui peut se trouver soit en bas ou en haut de votre fenêtre, de vous renommer. Donc en effet, en cliquant sur participant, vous allez voir une petite fenêtre qui va s'ouvrir, sur laquelle, quand vous allez glisser votre souris sur votre nom, vous allez pouvoir voir apparaître trois petits points qui permettront de vous renommer. Le but étant de bien nous indiquer votre prénom, nom et si possible votre structure.
Comme indiqué dans l'invitation et la confirmation de votre inscription, le webinaire est prévu, enfin en tout cas les échanges sont prévus de se faire sous le forme du chat, donc à travers en effet des questions que vous pouvez poser à l'écrit. Les réponses vous seront apportées à l'oral par les différents intervenants. Pour ce faire, vous avez également aussi un onglet chat ou discussion, selon en effet les versions de Zoom que vous utilisez. Donc, de même, en cliquant sur ce bouton, vous pourrez voir apparaître une fenêtre de discussion qui vous permettra d'écrire votre question et votre message. Voilà pour ces éléments et petites consignes techniques. Et donc, je vous propose de poursuivre tout de suite avec l'intervention de Guillaume Kotwika de l'Adréal. Je te passe la parole, je coupe le partage d'écran et je te laisse reprendre la main, Guillaume. Merci Mélanie. Est-ce que vous m'entendez bien et est-ce que vous voyez mon écran? Tout à fait. Parfait. Bon, on s'est déjà présenté, je ne vais pas le refaire. Je vais attaquer directement dans le vif du sujet pour rappeler un petit peu le contexte des espèces exotiques envahissantes, dire deux mots de la stratégie régionale et parler un petit peu aussi de la réglementation. Donc, tout d'abord, qu'est-ce qu'une EE? Une première définition, hein, voilà, dans le monde entier, on a beaucoup d'espèces qui ont réussi à s'établir hors de leur aire de répartition naturelle pour vivre dans un monde qui leur est étranger en colonisant différents types de milieux, terrestres ou aquatiques. Et en fait, une EE, certaines prolifèrent et représentent une menace majeure parce qu'elles vont remplacer nos espèces indigènes, donc avec différents impacts, modifier les habitats, altérer le fonctionnement des écosystèmes et vont pouvoir engendrer des coûts importants et même avoir, comme a parlé tout à l'heure Margot, des impacts sur la santé. Donc, ceci dit, voilà un petit peu là, un petit panorama d'espèces qu'on peut avoir. Donc, on peut avoir des espèces qui vont avoir un caractère exotique, pardon, comme en haut le ginkgo ou en bas le gris du Gabon, mais qui ne sont pas classées EEE, qui ne répondent pas à la définition, puisqu'elles n'ont pas ce caractère envahissant. On a d'autres espèces qui peuvent être envahissantes, l'ortie, les processionnaires, mais qui ne sont pas classées EE, puisqu'elles sont indigènes, donc originaires de notre territoire. À côté de ça, on a aussi des espèces qui ont la tête, une bonne tête par rapport aux couleurs ou des choses comme ça, d'espèces exotiques envahissantes. On a le sonneur à ventre jaune à droite, mais qui est au contraire une espèce protégée et une espèce même à plan national d'action. En revanche, vous avez deux espèces, le raton laveur et la balsamine, qui sont bien, eux, des espèces exotiques envahissantes réglementées. Alors, les œufs, comme j'ai dit tout à l'heure, des impacts économiques, 12 milliards d'euros par an, c'est ce qui peut être évalué. Selon l'UICN, les œufs sont la troisième cause de l'érosion de la biodiversité, et puis responsable aussi de maladies, d'infections, de blessures, enfin voilà, l'aspect un petit peu aussi sanitaire, c'est-à-dire impact sanitaire des espèces envahissantes. Alors, leur coût, il y a une étude qui est sortie en 2019, une étude française qui a repris pas mal d'études mondiales qui dit que finalement le coût des EE, qui est pourtant probablement grandement sous-estimé, a été estimé en 2019 à 423 milliards de dollars. Comme je l'ai dit juste avant, l'impact biodiversité, en fait, elle joue un rôle majeur dans 70% des extinctions d'autres espèces et elles en seraient même l'unique cause dans 16% des cas. On peut penser par exemple au bison d'Amérique qui est présent, bon pas dans les Hauts-de-France, mais qui est présent en France et qui a des très très gros impacts sur le bison d'Europe. Ce que conclut aussi cette étude, c'est que finalement les montants qui vont être investis dans la prévention, la surveillance et la maîtrise des EE sont marginaux en comparaison des coûts économiques qu'elles peuvent engendrer une fois établies sur un territoire. Donc, d'où un peu remettre un petit peu l'accent sur l'intérêt fort d'agir et notamment d'agir de manière la plus précoce possible. Les EE, en fait, elles touchent différents secteurs, hein. On voit un petit peu sur le schéma qui est celui-ci, hein, que ce soit l'agriculture, la santé, les biens communs, les ressources aquatiques, l'environnement, etc., etc. Donc, elles sont dans les différents milieux terrestres, aquatiques, marines aussi, et elles touchent différents secteurs d'activité.
Alors, la réglementation sur les EE, bah, c'est une réglementation qui est finalement assez transversale. Il y a la réglementation CITES, Convention de Washington, il y a la réglementation pêche en eau douce pour certaines espèces exotiques, faune sauvage captive, puisque certaines sont détenues en captivité, et ça a pu être aussi par le passé de l'échappement et de l'installation dans le milieu naturel. La réglementation chasse aussi, espèces nuisibles pour la santé humaine, les ICPE et également le règlement danger sanitaire. Et on voit au travers de ça que ça touche différents aussi ministères, et pas simplement le ministère de la Transition écologique, mais aussi le ministère de la Santé, de l'Agriculture également. Alors, pour parler un petit peu réglementation, je vais faire très vite parce que c'est pas forcément l'objectif et vous aurez le diaporama. Donc, la base, elle a été posée par un règlement, le 1143-2014 de l'Union européenne, a permis de fournir un cadre d'action destiné à prévenir, réduire au minimum et à atténuer les incidences négatives des EE sur la biodiversité, les services écosystémiques associés, mais également la santé et à limiter les dommages subis sur le plan socio-économique. Ce qu'il a permis en fait ce règlement, c'est d'instaurer une gestion des EE qui soit harmonisée à l'échelle de l'Union européenne, avec une coordination et des échanges d'informations. Ce règlement, il s'articule aussi autour de la mise en œuvre d'une liste d'espèces qui ont été considérées préoccupantes suite à une analyse de risque et sur des bases scientifiques. Donc, avec des règlements qui sortent à peu près en moyenne, on va dire, tous les 2-3 ans, qui réactualisent les listes d'espèces qui sont réglementées. Donc, comme je l'ai dit, elle relève du niveau européen, une traduction aussi au niveau national, au niveau du Code de l'environnement, et aussi deux arrêtés, donc du 14 février 2018, un pour la faune, un pour la flore. Ce qu'ils disent en fait ces arrêtés-là, c'est que les EE sont classés en deux groupes, niveau 1 et niveau 2. Sur la diapo suivante, vous avez un petit peu qu'est-ce que ça sous-entend en fait. Le niveau 1, ce sont plutôt les espèces qui sont concernées par l'article 405 du Code de l'environnement, où c'est uniquement de l'interdiction d'introduction dans le milieu naturel d'animaux et de plantes non indigènes au territoire. Donc voilà, on a le droit de les détenir, mais une interdiction de les relâcher dans le milieu naturel. Et l'article, le niveau 2, qui sont des interdictions beaucoup plus strictes. On voit bien introduction sur le territoire, dans le milieu naturel, détention, transport, colportage, utilisation, échange, mise en vente, achat. Donc, c'est des espèces qui, à terme, hormis les personnes autorisées, parce qu'il y a quand même quelques dérogations qui sont possibles, c'est des espèces qu'on ne doit plus retrouver, ni dans le milieu naturel, ni à la vente, ni à l'achat. Donc, le règlement de l'Union européenne, il prévoit trois types de mesures. La prévention de l'introduction, comme je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, au final, c'est quand même au moment de l'introduction, avec une détection précoce, qu'on a le plus de chances quand même de pouvoir agir sur les EE. Et le mieux, c'est d'éviter leur introduction. Une détection précoce, éradication rapide, c'est ce que je viens de dire. Et en fait, une gestion aussi des espèces qu'on peut dire installées, on pourrait sous-entendre largement répandues. Et là, l'objectif, c'est plutôt de réduire les impacts et tout en limitant les fonds de colonisation de ces espèces. Alors là, quelques documents, hein. Le règlement E, il a permis une mise en œuvre d'une stratégie nationale qui date de 2017. Dans les Hauts-de-France, on a rédigé une stratégie qui a été adoptée en 2023. Cette stratégie, elle a été construite avec un grand panel d'acteurs, hein. On a des universitaires, des collectivités qui ont également participé, des associations, fédérations de chasse, de pêche, enfin voilà, tout un panel d'acteurs qui nous a permis de construire cette stratégie ensemble et avec un objectif qu'elle soit opérationnelle, qu'elle soit adaptée aux besoins et enjeux de la région. On y retrouve 5 axes: prévention, connaissance, gestion, communication et gouvernance. On a 11 objectifs et 65 actions. Un des travaux qui sont en cours de cette déclinaison-là, c'est la hiérarchisation des espèces en région en vue de prioriser les actions. Il y a d'autres guides qui existent au niveau national également pour accompagner dans la gestion des déchets ou un plan pour limiter l'introduction et la propagation des œufs.
Là, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est un petit peu pour vous illustrer les EE et comment elles sont classées. Donc, niveau 1, on retrouve la perruque à collier, la bernache du Canada, le vison d'Amérique. Je ne vais pas détailler. Donc, c'est uniquement introduction dans le milieu naturel. Je suis passé un peu vite. Voilà. Là, c'est les EE classés de niveau 2, donc avec des interdictions strictes. Où là, on va retrouver les tortues de Floride, le myriopile, l'aberce du Caucase, les Jussis, la berce du Caucase il y aura quelques mots qui sera dit en plus par Margot. Pour faire un petit zoom, là, au niveau réglementaire, il y a 90 espèces qui sont réglementées, 41 en flore et 47 en faune. Bon, fort heureusement, elles ne sont pas toutes présentes sur notre territoire. Vous avez là un petit camembert de répartition des espèces qui sont présentes dans les Hauts-de-France par différents groupes. Alors, en cours aussi, et qui est un des axes de notre stratégie régionale, c'est de travailler sur une brigade d'intervention sur les EE, mais qui s'inscrirait de manière plus globale dans un dispositif EE qui permettrait tout simplement de doter le territoire d'une brigade opérationnelle d'intervention rapide, plutôt sur les nouveaux foyers d'espèces animales et végétales qui présenteraient des forts enjeux. Le dispositif, il n'a pas lieu de s'installer à la place du reste, mais plutôt de venir compléter un réseau d'intervention pour lesquels vous êtes aussi présents, déjà en place en région avec des acteurs qui travaillent déjà et qui font déjà pas mal de choses sur les EE au sein des territoires. Là, donc là, c'est un des chantiers qui est entamé cette année et qu'on espère pouvoir mettre en œuvre cette brigade pour les années qui viennent. Là, d'un point de vue un petit peu plus concret, c'est un des autres documents qu'on a travaillé, partagé au sein du collectif. C'est un petit peu, pour vous présenter un exemple, hein, en fait, à partir du moment où un observateur constate une espèce présente chez lui, ou sur son territoire, sur sa commune, voilà un petit peu une chaîne décisionnelle. Donc, soit contacter un correspondant local ou un référent s'il existe, et puis derrière, bien penser à confirmer l'espèce. Pour ça, il y a derrière des structures qui sont présentes aujourd'hui autour de la table qui permettent un petit peu de vous appuyer, de vous aider sur est-ce que c'est bien une E, est-ce que c'est pas une E, est-ce que l'espèce est confirmée ou pas. Et puis en fonction d'eux, en fait, on a un schéma qui déroule un petit peu la conduite à tenir. Quand c'est des nouvelles EE, on imagine bien que, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, détection précoce, réaction rapide, avec une possibilité d'éradication. On voit bien que la réaction ne va pas être la même que si on confirme une espèce qui est déjà présente sur le territoire. Même si derrière, il y a un enjeu évidemment à limiter sa propagation. Donc derrière, il y a le geste. Alors le geste, c'est un groupe d'experts sur lesquels j'ai pas parlé, mais en fait, dans le cadre de la stratégie, on s'est appuyé sur un groupe d'experts. On a le CEREMA, le Conservatoire botanique, le CEN, la Fredon, les FEDECAS, on a les DDT, on a différents experts qui se réunissent régulièrement pour faire un petit peu le point sur l'état d'avancement, mettre en œuvre les actions en lien avec les EE, et c'est ce geste-là qui va pouvoir par moment se réunir et voir qu'est-ce qui est en place, qu'est-ce qui n'est pas mis en place, est-ce qu'il faut mettre une gestion ou pas une gestion, est-ce qu'il faut avoir recours à la brigade ou pas quand celle-ci sera en place. Voilà, et j'en ai terminé pour ma présentation. Je pense que je suis pas trop mal dans le timing qui m'avait été donné. Merci à tous. Je te confirme, Guillaume. Merci à toi pour cette présentation et le temps est parfaitement respecté. Pour votre information, ce qu'on va faire par rapport au temps d'échange pour pouvoir poser vos questions dans le chat, donc ça, vous pouvez le faire tout au long du webinaire, hein, ne pas hésiter à se servir de cette fonction de chat ou discussion pour écrire vos questions. Les temps de réponse, par contre, on va les grouper et donc on fera un temps questions-réponses à l'issue de la seconde présentation de Mélinda du Conservatoire des espaces naturels. Donc je te propose, Guillaume, si tu peux couper voilà, ton partage d'écran, comme ça Mélinda va pouvoir reprendre la main et pouvoir partager le sien. C'est bon, Mélinda, on voit bien ta présentation. Si tu peux la mettre en Super. plein Ouais, écran, j'essaie juste de... la technique veut bien.
Peut-être, ouais. Tu l'as en bas à droite. Ouais, nickel. Ah C'est oui, bon, parfait. vous avez le bon côté, Tout ça à suit fait. avec les notes. Ouais, ok, super. Donc, rebonjour à tous. Je vais pas non plus rester trop longtemps sur la présentation, enfin, sur ma présentation, que ça a déjà été fait. Je vais surtout vous présenter les outils associés à la stratégie régionale, et notamment les outils qui servent à permettre les échanges, les synergies entre les différents acteurs, car un de mes rôles en tant qu'animatrice de la stratégie est justement de faciliter ces échanges et d'amener à ce qu'il y ait certaines collaborations et surtout que les informations circulent bien à tous les niveaux. Donc l'un des outils principaux est le centre de ressources EE. Donc c'est un site internet. Donc je vous ai mis le lien sur la présentation, mais je vais vous montrer aussi comment il se présente sur les prochaines diapos. Il y a également la possibilité de s'inscrire à une liste de discussion, donc qui permet encore une fois de favoriser les échanges et surtout de pouvoir poser des questions à un panel d'acteurs divers et variés avec des compétences diverses et variées. Et directement en lien avec le centre de ressources, une newsletter est créée, on essaye mensuellement. Et comme je viens de prendre mes fonctions, depuis le début de l'année, il n'y a pas eu de newsletter, mais je travaille dessus pour en créer une prochainement. Ce qui vous permet comme ça d'avoir accès à l'information sans avoir besoin de se connecter régulièrement sur le centre de ressources. Donc la page d'accueil du centre de ressources se présente comme vous voyez actuellement. Donc via le centre de source, vous pouvez inscrire votre adresse mail et vous abonner à la newsletter. Et vous avez accès à divers documents ou sites internet. Donc, ce que les pastilles sur la droite vous permet d'accéder directement à l'Observatoire de la biodiversité de Haute-France ou encore du site du patrimoine naturel qui permet d'avoir des connaissances de la santé de la nature en région, disons, et, euh, et enfin, surtout le patrimoine naturel fait la promotion du patrimoine naturel en région et valorise le travail des acteurs de l'environnement. Vous avez aussi également accès au centre de ressources EE national, cette fois, qui vous permet d'avoir accès à d'autres documents à plus large échelle, étant donné que notre stratégie régionale découle de celle nationale. Euh, Ce qui vous concernera peut-être plus directement, c'est l'annuaire des acteurs que vous trouvez dans le déroulé au niveau des outils. C'est un annuaire cartographique, on va dire, qui a été créé par le CEREMA et qui permet aux acteurs qui le souhaitent de s'inscrire. Donc, vous avez sur la droite, encore une fois, un formulaire à remplir si ça vous intéresse et vous pouvez préciser quelles actions vous faites par rapport aux espèces exotiques envahissantes et c'est surtout un annuaire qui permet de prendre contact avec des gens qui feraient la même chose ou avec qui vous voulez avoir un contact direct parce que vous voulez des questions, enfin, vous voulez discuter d'un sujet en particulier. Euh, c'est un outil qui sert surtout à bien identifier les acteurs de chaque structure qui serait sur ce sujet des EE, parce que parfois, même si on appelle en mairie ou quoi que ce soit, des fois on met du temps à trouver la bonne personne à renseigner. Donc, on essaye au maximum de diffuser cet outil pour que les gens puissent s'y inscrire et faciliter le dialogue. Et dans la même idée, le CEREMA a également créé ce qu'on appelle la cartographie des interventions de gestion. Donc, vous pouvez trouver encore une fois au niveau des outils ou sinon directement en cliquant sur l'icône. Et donc, c'est le même genre de site que précédemment, sauf que cette fois, on identifie les différents retours d'expérience qu'on a eu sur de la gestion des EE, donc faune ou flore. Vous pouvez filtrer par région si vous le souhaitez.
Et du coup, là aussi, vous pouvez nous faire vos propres retours. Donc, n'hésitez pas à contribuer si vous le souhaitez. Et pour ça, il suffit juste de partager son expérience. Vous aurez accès à un formulaire que vous pouvez télécharger avec la trame du national pour enfin, toutes les informations qui nous, nous est importante pour pouvoir mettre dans les partages d'expérience. Et donc, ces partages d'expérience sont aussi, vous pouvez les visualiser si jamais vous avez le même genre de problématique et pour voir comment les autres personnes ont pu aborder ces problèmes. Vous les trouvez également, pareil, sur le site internet où on a certains retours d'expérience plus détaillés, disons. Vous pouvez également partager vos données pour aider à la localisation des espèces exotiques envahissantes. Et donc là, on utilise les bases de données régionales, donc à savoir pour la flore, c'est avec le CBN sur Digital 2. Et pour la faune, c'est réparti en fonction des ex-régions. Picardie, pour la faune, c'est sur ClickNat. Et pour le Nord-Pas-de-Calais, c'est sur CIRF. Vous trouverez également sur ce site différentes fiches espèces ou encore différentes ressources documentaires, donc notamment ce que vous a présenté tout à l'heure Guillaume, la stratégie régionale, des documents en lien avec la réglementation, des guides nationaux, donc notamment ces deux guides que vous voyez à l'écran, qui ont été créés par le Centre de ressources des espèces exotiques envahissantes nationales sur l'accompagnement à la gestion des déchets des plantes exotiques envahissantes ou encore sur la réglementation. Il y a également le guide des plantes exotiques envahissantes que le CBN a fait, donc avec il y a 34 fiches qui vous permettent d'appréhender ces espèces-là et enfin, d'aider à la gestion. Une exposition sur les espèces exotiques envahissantes a été créée, donc vous pouvez la télécharger en PDF, mais on peut également la prêter. Elle a été imprimée sur des affiches avec des œillets. Donc, si jamais vous avez, vous, un colloque, un séminaire ou quoi que ce soit, vous voulez l'exposer, on peut la prêter. Il suffit de me contacter pour ça, du coup. Et il y a différents posters, articles de presse et autres documents. Pareil, si vous souhaitez partager des documents en lien avec cette thématique, c'est également possible. Enfin, il y aura mon contact à la fin de la présentation. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Et en plus des idées enfin, des missions qui m'incombent cette année, à savoir la brigade d'intervention ou encore la hiérarchisation. Avec le Cerama, on a eu l'idée, enfin surtout eux d'ailleurs, d'avoir une sorte de café des techniciens concernant les espèces exotiques envahissantes. Ce serait sur un créneau d'1 heure ou 2 heures et demie, enfin d'1 à 2 heures et demie en fonction du sujet abordé. Et c'est surtout pour que les techniciens puissent discuter entre eux, techniciens ou gestionnaires, en tout cas ceux qui sont en lien avec la gestion de ces espèces-là, et à savoir quoi faire, dans quelle situation, ou surtout pouvoir échanger avec d'autres personnes ayant les mêmes problématiques, ou alors présenter des retours d'expérience qui ont fonctionné ou à l'inverse qui n'ont pas fonctionné pour éviter de refaire entre guillemets les mêmes erreurs. Et en tout cas pour faciliter ces échanges-là et la discussion autour de cette thématique et de mettre à profit les compétences de chacun. Et également, le CEREMA organise régulièrement une conférence technique territoriale, enfin régulièrement au moins une fois par an en tout cas. Et cette année, ils hésitaient sur les différents sujets, donc enfin toujours en lien avec les espèces exotiques envahissantes, mais plus sur les thématiques, donc soit de l'eau, des infrastructures de transport ou encore liées aux loisirs. Du coup, vous aurez la possibilité de donner votre avis plus tard dans ce webinaire. Vous aurez la possibilité de répondre à un petit questionnaire là-dessus.
Comme ça vous permettra de cibler les sujets qui vous intéressent le plus. Et voilà, je pense que j'ai tenu parfaitement les 10 minutes. Donc c'est bon. Merci de votre attention. Je te confirme, Mélinda. Merci à toi. Donc, en effet, comme vient de l'évoquer, Mélinda, on a prévu de faire un petit sondage avec voilà, quelques petites questions rapides à votre attention pour recueillir voilà, quel niveau peut-être de connaissance sur certains outils qui ont pu être présentés vous avez. Mais aussi pour ouvrir ce temps, en effet, de questions. Donc, n'hésitez pas en parallèle à poser des questions dans le chat. Il y en a quelques-unes qui commencent à nous être transmises. Donc, voilà, je vous invite tous à le faire via l'outil de chat ou discussion. Alors, je vous procède à ce petit partage de sondage qu'on vous évoquait. Donc, vous allez voir apparaître des questions. Le but étant, en effet, on vous invite à y répondre. Pouvez-vous me confirmer que vous voyez bien apparaître le sondage? Oui, on le voit, ouais. Ok. Guillaume, je me permets peut-être de te solliciter. Tu voulais tu peux peut-être commencer à répondre à la première question qui était posée dans le chat, à savoir une question qui portait sur la problématique liée au Budléia. Oui, Benoît pourra compléter, mais Bouddleia, en fait, effectivement, il est bien reconnu comme une espèce exotique envahissante, mais il est pas réglementé. Donc voilà, c'est pourquoi on peut encore aujourd'hui le trouver dans les jardineries, etc. Et effectivement, on peut le voir notamment sur le long des voies SNPF, etc. Il a quand même un pouvoir qui est quand même, qui répond parfaitement à une espèce exotique envahissante, comme j'avais pu le dire tout à l'heure, quoi. Donc, je ne sais pas si ça répond suffisamment à la question ou pas, mais voilà, certaines espèces, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est des argumentations scientifiques et partagées entre membres de la Commission européenne, donc que les listes réglementées sont actualisées et mises à jour en moyenne à peu près tous les 2-3 ans. Et effectivement, le Boudilia n'a pas été pour l'instant retenu comme une espèce réglementée. Il y avait d'autres questions? Alors, oui, je regarde en même temps si je vois d'autres questions. En termes de base de données, je pense que Benoît reviendra un petit peu, une question de Marine sur les bases de données. Je pense que tu y reviendras après ou... Je peux commencer à répondre, effectivement, donner un petit élément. Ouais, on est plus ou moins synchronisé avec l'INPN. Enfin, concernant la base de données du Conservatoire botanique de Bayeul, on transmet nos données. Alors, je ne saurais pas vous dire à quelle fréquence on les transmet, mais on les transmet en tout cas. Donc, effectivement, il y a un certain nombre d'informations. On ne transmet pas que les infos concernant les exotiques envahissantes. On transmet concernant toutes les espèces de plantes. Mais oui, on les transmet. Ouais, dans le cadre du système d'information de l'inventaire du patrimoine naturel, les données, notamment en lien avec toutes les occurrences de taxons, donc les espèces sont effectivement remontées, c'est le principe du SNP, sont renvoyées à l'INPN et pareillement des données qui seraient versées au niveau national peuvent redescendre aussi dans nos bases régionales. Je regarde si je vois d'autres questions. Alors, il y a Axel Lamotte, je me permets, hein, Guillaume. Vas-y, vas-y.
Il y a Axel Lamotte qui posait une question sur la possibilité ou non de déclarer des foyers d'exotiques envahissantes. Donc là, en l'occurrence, de la flore, et il y a Nathan qui a répondu qu'il existe un formulaire de saisie en ligne pour transmettre des informations, toujours concernant la flore, mais il y a l'équivalent concernant la faune. Donc il vous est possible en tout cas de transmettre vos observations. Et c'est accessible aussi via le site internet, comme je vous ai dit sur le centre de ressources. Mais par contre, concernant la faune, il marche pas en ce moment. Ils sont en train de le réparer. Enfin, ça fonctionnait pas. Bah, disons qu'il y a eu un observatoire qui était fait qui reprenait les différentes, qui présentait sous forme de carton les espèces qui étaient présentes dans les Hauts-de-France et qui étaient versées dans les deux bases de données SINP et Faune, qui étaient celle de CIRF pour le Nord-Pas-de-Calais et ClickNat pour la Picardie. Donc le site qui reprenait ces infos-là et qui les mettait sous forme de carton ne fonctionne plus, mais vous pouvez toujours continuer à signaler les espèces sur ces deux bases de données. Il y a pas de souci, les sites sont toujours fonctionnels. C'est vraiment l'interface carto qui ne fonctionne plus. Oui, oui, Marc, oui. pardon. Ouais. Margot posait une question, si un signalement E est fait à l'EPCI. Oui, oui, c'est tout à fait possible de se substituer pour une intervention. Ce qu'il faut penser, c'est bien à déclarer. Et puis après, c'est toutes les précautions de gestion. Mélinda a parlé tout à l'heure si c'est de la flore, hein, du guide qui a émis Bayeul avec des préconisations de gestion. Évidemment, il faut pas la fauche, il faut pas faucher au mauvais moment. Si une plante aquatique, il faut faire attention, puisque le moindre fragment va pouvoir refaire une nouvelle propagule. Donc, voilà, mais c'est des choses sur lesquelles vous avez déjà potentiellement des connaissances ou pas. Et si vous ne les avez pas, vous pouvez aussi vous rapprocher du conservatoire, de l'Adréal, du thème, enfin, des différents acteurs qui sont présents autour de la table, aujourd'hui plutôt en webinaire, et qui vont pouvoir aussi vous aider pour vous appuyer sur les bonnes méthodes de gestion ou si il y a des choses qui veulent être tentées d'un point de vue expérimental, c'est toujours possible, mais en étant évidemment encadré, quoi. Donc oui, c'est possible. Que ne faut-il pas faire? Alors pour la renouée du Japon, une question d'Anne, je te laisse répondre peut-être Benoît sur qu'est-ce qu'il ne faut pas faire justement comme moyen de lutte qui vont entraîner la prolifération de la renouée. J'ai plus ou moins répondu, mais je te laisse compléter. Ben, j'en parlerai un petit peu tout à l'heure, pas forcément que la renouée, mais en tout cas globalement, la chose à pas faire pour ce genre d'espèces qui sont capables de se reproduire à partir de petits fragments, c'est justement de fragmenter fragmenter les rhizomes, fragmenter la base des tiges et de la répandre un peu partout. Donc en gros, le truc à pas faire, c'est du girobroyage, ce qui a été fait pendant des années sur les bords de route et ce qui n'est plus fait, et c'est très bien. En gros, la renouée du Japon, si on n'est pas sûr de ce qu'on fait, il vaut mieux ne rien faire. Pourquoi? Parce que la renouée du Japon, c'est une espèce qui ne produit pas de graines. En tout cas, dans la plupart des cas, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Donc, à partir du moment où on la laisse tranquille, elle va pas pouvoir se propager n'importe où. Donc, dans le doute, il vaut mieux s'abstenir pour la renouée du Japon. Je me limite à ça, sinon on peut partir sur une réponse d'un quart d'heure minimum. Claire. Merci, La gestion du Benoît. ragondin, bah, il y a un plan qui est notamment coordonné par la Frodon. Margot, je ne sais pas si tu peux en dire rapidement un mot sur la gestion des ragondins, mais effectivement, c'est un piégeage puisque c'est une espèce qui a des impacts, notamment sur la charge et puis porteur de certaines maladies également. Margot, je te laisse Alors, compléter. je ne sais pas comment ça se passe dans le 95, parce que je vois que la personne est du 95, mais en Hauts-de-France, effectivement, c'est une lutte collective en lien avec du piégeage qui est coordonné au niveau de la région pour limiter les impacts du ragondin et du rat musqué à la fois sanitaire, économique, environnemental, etc., etc. On pourra pas comme le terme est donné, exterminer, hein, c'est vraiment l'objectif, c'est de limiter leur impact. Et c'est utopique de croire qu'on pourrait complètement les éliminer du territoire.
Ouais, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, détection précoce, éradication possible quand une en fait, c'est un peu ce qui les caractérise aussi, hein, c'est qu'elles sont arrivées sur le territoire sans leurs prédateurs. Par conséquent, ces espèces qui montrent des capacités, soit par des reproductions soit parce qu'elles n'ont pas de prédateurs, de se développer sur le territoire. Bah, en fait, il peut y avoir, comme je l'avais dit aussi, à un moment, l'idée, c'est de limiter leur prolifération, de limiter leurs impacts, mais certaines, comme l'a dit Margot, notamment la Ragondin marabutée, on ne peut pas espérer une éradication. La question de Yves face au bout de l'EIA, bah, en fait, c'est pareil, je vous invite à revenir peut-être vers le guide du conservateur botanique, on pourra vous envoyer le lien, où il y a quelques préconisations de gestion. Il me semble qu'il est dedans, le bout de l'EIA, si je ne dis pas de bêtises. Oui, oui, tout à fait, il est dedans, ouais. Voilà, Bah, puisqu'il a été reconnu comme espèce exotique envahissante, même s'il n'est pas réglementé. Donc voilà, il y a un petit peu. Le mieux, c'est de ne pas l'acheter en jardinerie, mais bon, voilà. Mais c'est la effectivement, première chose à pas faire. voilà, ouais. Mais à minima, ce qu'on peut faire sur les buddléias, c'est au moins couper les inflorescences quand elles sont en fleurs. À minima, pour éviter justement qu'il y ait une propagation des graines. Alors, la méthode par électrocution de la renouée, alors ça, on sait que ça a été testé par, je sais pas de bêtises, je sais pas si c'est pas la SANEF, mais pour l'instant, on n'a pas encore complètement de recul sur cette méthode-là, parce que de toute façon, sur les œufs, on peut s'apercevoir, c'est que même quand on a une méthode de gestion, on est souvent bien obligé d'y retourner, de faire de la surveillance, d'y retourner 2, 3 fois, voire plus, avec une surveillance qui peut aller jusqu'à entre 5 et 10 ans parce que ça peut repartir. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, effectivement, la méthode de gestion par électrocution, on sait qu'elle existe, on sait qu'elle est testée, mais on n'a pas encore peut-être assez de recul pour pouvoir vraiment gérer son efficacité. Et puis, c'est aussi par moment toujours des questions qui sont partagées entre le coût et l'efficacité aussi. Parce que derrière, il y a aussi des coûts de gestion qui sont mis en face. Merci Guillaume et Benoît d'avoir aussi un peu pris le relais pour ce temps de questions-réponses. J'avais un petit souci avec le sondage. Je vous propose pour l'instant de mettre une petite pause à ce temps de questions-réponses, de vous partager les résultats du sondage et peut-être aussi de rebondir sur celui-ci. Et en fonction, si toutes les réponses n'ont pas été apportées là, aux questions qui étaient dans le chat, ne pas hésiter, on a un deuxième temps questions-réponses de prévu sur le webinaire. Donc, on pourra poursuivre. Alors, je mets fin au sondage. Normalement, vous allez voir à l'écran les résultats. Et alors, je vais être honnête avec vous, je suis bien embêtée, c'est qu'en fin de compte, je ne le vois pas de mon côté. Est-ce que parmi les Nous, on le voit, enfin, moi, je le vois en tout cas, mais Ouais. Ok. Moi, Pareil. je l'ai toujours en fin de compte, je ne vois Ouais, que la en gros, version vierge. 41% qui connaissent le centre de ressources Hauts-de-France, donc 59 non. Donc maintenant, on va être à 100% oui. et Et le c'est marrant parce que c'est l'inverse pour le national. voilà. Le national à 56% et le régional, voilà, à 44. Ouais. Et je note aussi que vous êtes intéressé pour une conférence technique territoriale plus en lien avec l'eau, les mares, les rivières, le littoral. Donc, je vais transmettre l'information au CEREMA. Donc, le café des techniciens, de la même façon, vous êtes à 63% à dire que vous seriez intéressé. Et les sollicitations des administrés sur le sujet des EE, 16% régulièrement, 64% ponctuellement et 20% pas du tout. Après, je pense que c'est aussi en fonction des saisons, peut-être des espèces, de tas de choses, quoi. Et donc, il y avait une dernière question par rapport aux administrés. Alors, je ne sais pas ce que ça donne de votre côté. Je vois qu'en effet, il y a eu des partages, des visuels, des réponses. 16% régulièrement, comme je disais, 64% ponctuellement et 20% pas du tout. Ok, bon, ça donne un petit aperçu en effet.
de ce sujet, au-delà de vous directement en tant que collectivité, commune et EPCI, mais aussi le regard que peuvent porter les habitants et vos citoyens sur ces sujets. Merci à tous de cette participation à ce sondage. Ça pourrait apporter en effet des éléments aussi particuliers à Mélina sur certains outils qu'elle vous a présentés. Je m'excuse pour ce souci technique à mes collègues intervenants. Merci à eux pour la prise de relais. Et je vous propose de poursuivre sur le troisième temps d'intervention. Et donc, je vais passer la parole à Benoît pour plutôt vous faire un focus sur la thématique et tout ce qui peut être lié aussi au volet déchets liés à ces espèces. C'était pas Margot à commencer normalement? Pardon, Semble, Margot, hein. je te laisse. Peu importe. Vas-y, Hop. tu peux prendre la main pour le partage d'écran. C'est bon, Est-ce que c'est on a bon ton pour tout le diapo. monde? Ouais. Ouais. Donc, je vais vous faire un petit focus très rapide sur la berge du Caucase, puis sur le frelon asiatique. Alors, ce sera très rapide, hein, mais j'ai essayé de vous mettre des petits liens sur les diapositives pour que vous puissiez aller plus loin s'il y a besoin après. Donc, pour commencer sur la berge du Caucase, on travaille sur cette thématique-là avec l'Agence régionale de la santé, parce que c'est une plante qui a d'abord un enjeu sanitaire puisque sa sève sur la peau accompagnée des UV du soleil peut créer des brûlures cutanées qui peuvent aller jusqu'au 3e degré. Et cette plante est bien présente en région et dans tous les départements de la région. Vous pouvez y être confronté sur vos territoires. C'est également un enjeu environnemental puisque c'est une plante qui est très très grande. Je vous montrerai des photos après. Et donc, elle va monopoliser l'espace et les ressources et elle va participer à la disparition des espèces locales. Elle peut également amplifier l'érosion des berges puisque l'hiver, les berges vont se retrouver sans ripisylve et perturber le fonctionnement des écosystèmes. Il y a également des impacts économiques et sociétals puisque ça augmente les coûts d'entretien pour gérer cette plante, comme beaucoup d'espèces exotiques envahissantes d'ailleurs. Comme je disais tout à l'heure, l'érosion des berges, et ça peut également avoir des impacts sur les activités récréatives et touristiques, parce que quand vous avez une berge qui est complètement envahie par la berge du Caucase, c'est plus compliqué pour aller à la pêche ou pour faire du canoë-kayak. Et enfin, il peut y avoir des conflits entre différents acteurs, puisque la berge du Caucase, elle ne se limite pas aux parcelles cadastrales en se disant, là, c'est plus chez le même propriétaire, je m'arrête là. Donc, s'il y a un propriétaire qui lutte et que celui d'à côté ne veut pas lutter, ça peut engendrer des conflits, puisque la parcelle où il y a eu des moyens qui ont été mis en place va être réensemencée par le foyer qui se trouve juste à côté. Donc c'est important de coordonner la lutte et de gérer l'espèce à plusieurs et de communiquer. Donc pour vous donner des petits éléments de à quoi ressemble la berge caucase pour ceux qui ne connaissent pas, vous avez déjà là une photo au stade plantule où on voit déjà que c'est une plante qui, même au stade plantule, elle est déjà pas mal. C'est une plante qui a des feuilles alternées qui ont très peu, qui ont soit pas du tout de poils, soit très peu sur la face inférieure. Et les feuilles peuvent faire jusqu'à 1 mètre. Donc le critère taille est vraiment l'un des critères les plus faciles pour reconnaître la berce du Caucase, même s'il peut toujours y avoir quelques petits doutes avec la berce commune. Quand vous avez des feuilles de 1 mètre, il y a beaucoup moins de doutes. C'est une tige qui va être parsemée de rouge, brun, pourpre, comme vous voyez sur la photo là, contrairement à la berce commune où vous allez avoir plutôt du pourpre, mais pas en tache comme on le voit là. Et là, la berce du Caucase va avoir des poils blancs et rudes qui sont très reconnaissables du coup pour cette plante. Et donc pour vous dire par rapport au stade floral, comme je vous disais, la taille, c'est une herbacée qui fait jusqu'à 4 mètres, donc elle est très très visible. Et ces ombelles, donc c'est là où on a le regroupement de petites fleurs blanches, peut aller jusqu'à 50 cm de diamètre. Donc, impressionnant encore une fois. Donc on a travaillé sur un plan d'action en Hauts-de-France avec 3 objectifs à long terme. Poursuivre l'amélioration des connaissances pour savoir exactement où elle se trouve sur le territoire, même si on a déjà une idée sur le territoire, et avoir des référents. De mettre en place des actions d'information et de formation pour
qu'il y ait le plus de personnes capables de la reconnaître et de mettre en place de la lutte, tout en étant en sécurité. Et bien sûr de lutter contre la prolifération des populations de berces et d'éviter leur apparition. Encore une fois, c'est une plante qui est bien implantée en région, donc on n'est pas dans la phase où on se dit on va éviter qu'elle s'installe et complètement détruire toutes les populations. Elle est là. L'objectif, c'est d'éviter que les populations grandissent en région. Donc si vous voulez aller plus loin, j'ai mis le site internet de Fredon et également le lien du plan d'action régional qui est en ligne depuis décembre 2023. Donc voilà pour la berce du Caucase, quelques petits points pour la gestion des populations. Surtout, ne pas oublier de se protéger. Donc c'est entièrement de la tête aux pieds hein, pour éviter d'avoir le risque de sève sur la peau ou sur les yeux. Gérer la plante. Alors, on a fait un guide que je vous ai mis en lien aussi avec les différentes techniques de gestion, parce que sinon j'en ai pour plusieurs minutes pour vous expliquer toutes les méthodes de gestion de la plante. Ça va être en fonction de là où on se trouve et de ce qui est possible de faire. Ensuite, il faut bien sûr gérer le déchet et nettoyer les outils. Gérer le déchet, vous aurez un petit point avec Benoît sur l'ensemble des déchets de E après. Et puis, bien sûr, c'est aussi une histoire de surveillance parce que si vous gérez la plante et qu'après vous ne surveillez pas les actions que vous avez mises en place, bah, il y a de grandes chances qu'elles reviennent parce que les graines restent germinatives 7 ans dans le sol. Donc, c'est un suivi sur le long terme quand on met en place de la gestion de la berce du Caucase. Donc voilà pour cette plante et je vais passer au frelon asiatique. Donc le frelon asiatique, c'est un sujet dont on travaille depuis la fin de l'année 2023. Donc on travaille sur la rédaction d'un plan d'action relatif au frelon asiatique à pattes jaunes. Donc c'est porté par l'ARB, piloté par l'Adréal et financé par les fonds verts. Donc, je pense que vous savez tous que les enjeux liés au frelon asiatique, il y a un enjeu de santé humaine puisqu'il y a une piqûre qui est aussi dangereuse que le frelon européen. Un enjeu de santé animale lié à la pression de prédation au niveau des ruchers. Un enjeu économique puisqu'il y a un coût de gestion du frelon asiatique qui est pas du tout négligeable et un impact sur l'apiculture et potentiellement d'autres filières agricoles. La santé de l'environnement avec un impact potentiel sur la biodiversité et un enjeu sociétal lié encore une fois à des conflits entre différents acteurs qui ont des visions différentes des choses et c'est pas toujours facile de réussir à trouver un terrain d'entente. Donc, petite diapositive rapide pour vous montrer à quoi ressemble le frelon asiatique. À gauche, vous avez le frelon asiatique à pattes jaunes et à droite, le frelon européen. Et vous voyez qu'on retrouve bien les pattes jaunes sur le frelon asiatique, qui est un peu plus petit que son cousin européen, mais ils ont quand même une partie de l'échelle de taille qui peut se croiser. Et puis il a l'abdomen beaucoup plus foncé, le frelon à pattes jaunes. Hop. Alors globalement, le plan régional d'action qui pour le moment n'est pas encore officiellement sorti, il est encore en cours de relecture et de validation par différentes instances, va regrouper 4 objectifs à long terme, que sont la capitalisation et la transmission des connaissances tout en assurant une surveillance du frelon asiatique à pattes jaunes, une animation d'un réseau d'acteurs du territoire qui seront formés à la reconnaissance du frelon à pattes jaunes, et puis une définition d'action à mettre en place sur le territoire afin de limiter l'impact du frelon à la fois sur la filière apicole, mais aussi en faisant attention aux répercussions qu'il peut y avoir sur la biodiversité. Donc cet axe concerne à la fois la destruction des nids, le piégeage, les autres méthodes alternatives. Donc c'est toutes ces actions qui sont listées et décrites pour les faire correctement. Et puis, bien sûr, un axe de communication sur l'espèce, puisqu'on entend beaucoup, beaucoup de choses sur le frelon asiatique à pattes jaunes et beaucoup de messages contradictoires. Donc, on va essayer de remettre tout ça à plat dans le cadre de ce plan relatif au frelon à pattes jaunes. Donc, je vais vous faire un petit focus sur la destruction des nids, puis après sur le piégeage de printemps, puisque même si le plan n'est pas encore sorti, il y a quand même des choses globales à savoir qui sont universelles.
c'est que déjà la destruction de nids, c'est la méthode à privilégier pour limiter l'impact sur les hommes, sur la biodiversité et sur les ruchers. Mais il faut le faire en respectant les bonnes pratiques de destruction de nids. Donc le paintball est à proscrire pour éviter de retrouver la majorité des balles d'insecticides dans l'environnement et non là où on voudrait avec le nid. Et donc, dans le cadre du plan, on va définir les bonnes méthodes, les chartes des bonnes pratiques, mais déjà, vous pouvez noter que le paintball est à proscrire. Et ensuite, la recherche et la destruction de nids peut être couplée à un piégeage de printemps. Mais l'objectif du piégeage de printemps, c'est de détecter les femelles fondatrices, de faire baisser la pression de prédation et limiter l'installation des nids primaires. Mais il faut faire attention parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de piège qui soit à 100% sélective. Et donc, chaque piège posé peut avoir un impact sur les insectes non cibles, donc que ce soit des insectes domestiques ou sauvages. Donc, quand on fait du piégeage, il faut se renseigner en amont. Il ne faut pas que ce soit une solution sur le long terme et il faut surtout que ce soit des personnes averties et qui respectent les bons protocoles établis, que ce soit au niveau national ou régional, pour éviter d'avoir un trop fort impact sur la biodiversité. Donc, quand est-ce qu'il faut faire ce piégeage de printemps? C'est quand les températures dépassent 12 degrés et qu'il va plus y avoir de gelée. Et ça, pendant une durée de 2 mois maximum, entre février et mai. Donc, c'est à peu près en ce moment, hein. Pourquoi que 2 mois? Parce qu'en fait, quand les fondatrices sortent et recherchent les nids, elles vont faire leur nid et au bout d'un moment, elles ne vont plus sortir. Donc, l'objectif de détecter les femelles fondatrices et de faire baisser la pression sur l'installation des nids primaires, il n'est plus valable après 2 mois. Donc, on a défini des pressions de prédation. Donc, on va avoir les zones et les ruchers peu infestés. Donc, là, on estime que c'est à un individu devant la ruche. Et donc, là, on va pouvoir mettre en place du piégeage de printemps, mais seulement dans les ruchers. Et puis, il y a les zones infestées. Donc là, on va avoir soit plus de 2 individus devant la ruche, soit plus de 10 nids à l'échelle d'une commune ou d'un quartier. Donc, on peut l'estimer à l'année N-1, puisque des fois, en arrivant là, à cette période-là, comme on dit, c'est pour limiter l'installation des nids. Donc, on n'a pas forcément encore les nids tous installés. Donc, on peut se fier à l'année N-1. Et dans ce cas-là, on peut mettre du piégeage à la fois dans les ruchers, autour des ruchers et dans les communes infestées, mais sous conditions que je vous explique juste après. Et surtout, ça doit être complémentaire à la recherche et à la destruction de nids. Donc le piégeage, on le met en place avec des pièges les plus sélectifs possibles. Donc c'est des pièges qui vont répondre aux critères suivants. Il faut qu'ils aient une sélection physique de type NAS, qui soient équipés de cônes d'entrée et qui ait une séparation entre l'appât et la partie de capture. Et surtout, les pièges bouteilles, bocaux ou cloches sont à proscrire parce que leur sélectivité est très très mauvaise et ils ont un impact très important sur l'entomofaune. Donc vraiment, il faut vraiment éviter ces pièges-là. Et donc les préconisations pour mettre en place le piégeage, c'est pour les ruchers de mettre en place une surveillance avec un piège dans le rucher quand on est en zone peu infestée. Et quand on est en zone infestée, c'est maximum 10 pièges par commune, pas plus. C'est 500 mètres entre chaque piège. Et surtout, il faut suivre régulièrement l'efficacité du dispositif pour aussi avoir des remontées d'informations sur à la fois ce qui est piégé en frelons, mais aussi ce qui est piégé en autres insectes. C'est pourquoi dans le plan d'action, il y a également une fiche piégeur qui est fournie. Et c'est pourquoi tout le monde ne peut pas mettre en place du piégeage, puisqu'il faut quand même un minimum de connaissances de la faune. Et encore une fois, je répète, s'il y a une forte prédation, c'est qu'il y a probablement un nid à proximité, donc il faut essayer de le chercher pour le détruire. J'espère avoir été claire et puis je vous remercie pour votre attention. Voilà. Merci Margot pour tous ces éléments, en effet, qui je pense sont très instructifs et permettent d'éclaircir aussi différentes questions que peuvent nous partager les collectivités sur ces sujets. Je propose d'enchaîner avec Benoît et d'avoir un temps de questions-réponses à la suite. Benoît, je te passe la main. Ça marche. Hop, je partage mon écran.
Le partage est en cours. Ok, je mets ça en plein écran. Voilà. Alors, de mon côté, je vais donc vous parler de la gestion des plantes exotiques envahissantes, de la gestion des déchets issus de chantier, et je vais évoquer un petit peu le choix des plantations. Tout ça en 10 minutes, alors que ça pourrait être une formation d'au moins 3 jours. Je vais donc survoler les 3 thématiques. Donc, me limiter aux généralités, même s'il y a un certain nombre de généralités qui sont toujours intéressantes de rappeler, et je vous ai mis également un certain nombre de liens, donc pour avoir un peu de biblio pour pouvoir aller plus loin. Alors, tout d'abord, des plantes exotiques envahissantes. Tout d'abord, donc, je rappelle des généralités. Les mesures de gestion sont variables en fonction de la biologie et de l'écologie des espèces. On a des méthodes différentes, donc en fonction des méthodes de gestion en fonction des espèces. On l'a déjà évoqué tout à l'heure, hein, depuis le début de l'après-midi. Pour la renouée du Japon, elle se propage à partir de ses rhizomes, donc l'objectif sera notamment d'épuiser ces rhizomes. Si on passe à la berce du Caucase, là, au contraire, elle se propage uniquement avec ses graines. Elle en produit 10 000 par individu. Donc là, l'objectif sera d'épuiser la banque de graines qui se constitue sur le sol. Les périodes de gestion sont également variables en fonction de la phénologie des espèces, c'est-à-dire en fonction de la période où les espèces fleurissent et fructifient. Et au sein de chaque espèce, on a des mesures variables en fonction des populations, en fonction du contexte écologique. Si vous êtes sur un milieu fermé, style un plan d'eau, ou si vous êtes sur un milieu ouvert, genre une rivière, la gestion d'une espèce exotique envahissante aquatique nécessitera des mesures de précaution plus grandes pour le milieu ouvert pour éviter la contamination de l'aval par des fragments qui auront été produits au cours du chantier. Les mesures sont variables également en fonction des activités humaines, enfin du contexte des activités humaines. Si on est sur un site qui est régulièrement fréquenté par, par les personnes, il devra y avoir des précautions supplémentaires. Je peux citer juste un exemple, un arbre, l'élante. Si vous êtes sur un site qui n'est pas fréquenté, vous pouvez faire ce qu'on appelle de l'écorçage, c'est-à-dire enlever une partie de l'écorce tout autour du tronc. Auquel cas, l'arbre ne va pas rejeter et va dépérir tout doucement, ce qui fait qu'il y aura un risque de chute quand l'arbre aura suffisamment pourri. Par contre, si vous êtes sur un site qui est fréquenté régulièrement, là, dans ces cas-là, il faut prévoir une coupe ou un arrachage. Bref, tout ça pour vous dire que la définition des mesures de gestion se fait toujours au cas par cas. Il y a également à prendre en compte la taille de la population, forcément. Autre chose qui a déjà été évoquée avant, c'est que les mesures de gestion, il faut les réaliser, il faut les prévoir et les réaliser sur plusieurs années. Je le répète, mais c'est toujours bon de le répéter. Et en plus, il y a un suivi nécessaire à faire suite aux mesures de gestion. Quelques liens en dessous, même si au final ce sont des liens auxquels vous avez déjà eu accès. Le lien vers le guide des plantes exotiques envahissantes réalisé par le Conservatoire botanique, et ensuite vers les fenêtres et les pages des retours d'expérience des centres de ressources régionaux et nationaux. D'autres généralités au niveau des précautions. Tout d'abord des précautions concernant l'environnement, c'est-à-dire globalement, en cours de chantier, comment éviter la dispersion. D'une part, éviter autant que possible, limiter autant que possible le nombre de fragments créés au niveau des plantes. Comme je le disais tout à l'heure, éviter du gerobroyage. Sur des herbacées, c'est pas terrible. Ensuite, en cas de gestion mécanique, il est important de récupérer les fragments manuellement. Ensuite, je l'ai évoqué juste avant, pour les espèces aquatiques, en milieu ouvert, c'est-à-dire en cours d'eau, il est important de poser un filet ou équivalent en aval du chantier pour récupérer tous les fragments qui auront été créés. Il est important également de nettoyer les sites utilisés et le matériel. Également un certain nombre de précautions à prendre au cours du transport et au niveau d'un éventuel secteur de stockage temporaire. Et également, pour les espèces qui produisent des graines, il est important d'intervenir avant la fructification pour éviter de semer des graines à tout vent. Ensuite, concernant la
la protection des personnes, bon, ça a déjà été évoqué également, pour éviter de se faire brûler par la berce, pour éviter de récupérer d'être irrité à cause de la sève de l'élante, pour éviter les allergies de l'ambroisie, toxicité du raisin d'Amérique, les coupures de certains arbres, etc. Il est important de porter les équipements adaptés pour éviter tout ça. Donc voilà, dernière diapo sur la gestion. Première chose, la réactivité. Il est extrêmement important d'agir le plus vite possible à partir du moment où une nouvelle population d'exotiques envahissantes apparaît. Pour ça, il faut d'une part savoir reconnaître les plantes exotiques envahissantes. Pourquoi intervenir rapidement? Parce que plus on intervient rapidement, plus on a de chances que les mesures de gestion aboutissent à une éradication. Un patch de renouée du Japon de moins d'1 m², c'est gérable, hein, c'est éradicable. 25 m², par contre, c'est mort. Et enfin, l'intervention rapide permet évidemment un coût plus faible. Je reste sur la thématique du coût et je ne vous apprends rien en vous disant que la gestion des plantes exotiques envahissantes nécessite des ressources importantes et que les moyens des collectivités sont limités. Donc important de prioriser, d'agir surtout sur certaines espèces, les espèces qui entraînent le plus d'impact d'une part, et les populations qui sont nouvellement installées, comme je l'ai dit juste avant. Et il est également important de prioriser en fonction de la localisation des populations. Des populations isolées sont prioritaires par rapport à des populations qui sont déjà situées, entourées d'autres populations, et des populations qui sont situées à proximité de sites à enjeux, que ce soit les enjeux patrimoniaux, naturels ou humains. Ces sites-là sont à prioriser également. Je passe à ma deuxième thématique, la gestion des déchets. Alors, tout d'abord, le code de l'environnement identifie les déchets issus de chantiers de gestion d'exotiques envahissantes comme des biodéchets, c'est-à-dire des déchets à valoriser. Il est donc normalement obligatoire de valoriser ces déchets. Comment? Tout d'abord, faisons du compostage ou de la méthanisation. Ces deux techniques-là sont à privilégier. On n'a pas toujours une installation de compostage ou de méthanisation à proximité de notre site de gestion. Et par ailleurs, dans certains cas, les exotiques envahissantes ne sont pas acceptées par les exploitants de ces installations. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il est possible de faire? Dans certains cas, il est possible de faire de la gestion sur place. À défaut, il est possible d'incinérer ces déchets. Et, vraiment, à défaut du défaut, dans certains cas, on peut envisager le stockage. Ce que je viens de vous dire et ce que je vais vous présenter dans les deux diapos suivantes provient du guide technique qui a été réalisé par l'UICN et par Suez il y a 3-4 ans maintenant, qui a déjà été évoqué et par Guillaume et par Margot, si je ne m'abuse. Guide très intéressant, très complet, et qui est donc bien récent, donc vous retrouverez énormément d'informations là-dessus. Alors, ces deux diapos, donc sur la description brève des méthodes de gestion des déchets. Donc tout d'abord la méthanisation. La méthanisation est à destination surtout des herbacées. Tout ce qui est arbre, vous ne pouvez pas les mettre. Donc des herbacées à dégradation rapide, uniquement avec peu de terre ou peu de sédiments. Oui, je dis pas de bêtises, uniquement quand il n'y a pas de terre, pas ou peu de terre ou de sédiments, je vais y arriver, pardon. Ce qui fait que les espèces aquatiques qui ont été arrachées avec la plupart du temps beaucoup de sédiments, ces espèces ne pourront pas être intégrées dans le processus de méthanisation. Par ailleurs, le problème sur la méthanisation, c'est qu'il y a encore peu d'expérimentation et donc peu d'informations sur l'innocuité des digestats, c'est-à-dire en gros si les produits de la méthanisation deviennent inertes, si les graines, enfin d'ailleurs non, pas les graines, si les rhizomes meurent pendant la méthanisation, il manque encore des informations là-dessus. Et en règle générale, il vaut mieux éviter les plantes à graines dans ce processus-là. Concernant le compostage industriel, au niveau des caractéristiques, il faut qu'il y ait une température qui soit supérieure à 55 degrés pendant plus de 72 heures. C'est une obligation pour toutes les unités de compostage industriel qui sont ICPE.
Alors dans ce contexte-là, tout ce qui est espèces sans graines, sans fleurs, sans rhizomes, ok, il n'y a pas de problème. Par contre, comme pour la méthanisation, à partir du moment où on a des graines ou des rhizomes, il faut s'assurer qu'il y a déjà eu des expérimentations qui ont été effectuées et qui montrent que les rhizomes ou les graines sont détruites par le processus de compostage. Si ces deux méthodes-là ne sont pas faisables, envisager une gestion de proximité, donc du compostage sur place. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas de transport des déchets, ce qui fait qu'on a forcément une limitation des risques de propagation. C'est limité uniquement pour les petites quantités. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas de suivi précis de la température. Donc on n'a pas de garantie d'obtenir un produit inerte à la fin du process. Donc il est possible, il ne faut pas exporter les matières issues de ces compostages sur place. Et il faut qu'il y ait un suivi qui soit réalisé sur le site et sur le secteur autour du compostage. En dernier recours, envisager l'incinération pour valorisation énergétique. Ça a un coût élevé. Et enfin, pour des terres contaminées par des rhizomes ou par des graines, on peut envisager un stockage en installation de stockage de déchets non dangereux. Mais là aussi, ça a un coût et en plus, il y a des analyses à réaliser pour vérifier que les terres ne sont pas contaminées avec d'autres choses que les rhizomes ou les graines, style des métaux lourds, par exemple. Enfin, les recommandations sur les plantations. Première grosse recommandation, je vous apprends rien, il vaut mieux éviter les espèces exotiques envahissantes. Qui a été évoqué le Buddleia tout à l'heure, qui est encore en vente, il vaut mieux franchement l'éviter. Guillaume l'a dit, il y a un certain nombre de plantes exotiques envahissantes qui sont réglementées. Il y en a 22 qui sont présentes en région. 22 présentes, que ce soit uniquement cultivées ou bien naturalisées. Il faut savoir que toutes les plantes exotiques envahissantes présentes dans la région ne sont pas réglementées. La liste que le conservatoire a réalisée montre qu'il y a à peu près une quarantaine de plantes exotiques envahissantes avérées, plus une quarantaine de plantes exotiques envahissantes potentielles, ce qui fait qu'au final, on a 4 des exotiques envahissantes, des plantes exotiques envahissantes qui sont réglementées. Et tout ce que je peux vous conseiller, le mieux en tout cas que je puisse vous conseiller, c'est de planter des espèces indigènes pour éviter d'avoir à terme des exotiques qui deviennent envahissantes et encore mieux de planter des espèces indigènes d'origine locale. Alors pour ça, vous avez la marque végétale locale qui aucune certification qui certifie une origine locale des espèces et des pieds vendus. Vous avez également le dispositif Plantons le décor qui permet d'acheter des espèces indigènes d'origine locale. Et vous avez également le projet Alterias qui a une bonne dizaine d'années maintenant, qui a été réalisé en Belgique. C'est un projet LIFE, et au cours duquel ils ont produit un certain nombre de brochures avec des listes d'espèces indigènes qui ont pour objectif de remplacer certaines plantes exotiques envahissantes. Et vous retrouvez donc un certain nombre de liens en dessous, avec à la fois la liste des plantes exotiques envahissantes, soit réglementées, soit avérées, les liens vers végétal local et plantons le décor, et vous retrouverez les brochures du projet Alterias sur le dernier lien. Je vous remercie. Je Merci coupe Benoît mon pour... partage. Ouais. Arrêtez le partage. Voilà. Merci. Alors, merci Benoît pour tous ces éléments. Je vous propose de suite de vous partager, hop, avant la présentation de Benjamin, d'avoir un petit temps questions-réponses. Donc, par rapport aux éléments qui ont été partagés dans le chat, tout d'abord, plutôt un témoignage de Madame Caron concernant en effet cette problématique liée à la berce du Caucase, qui nous fait part qu'en effet, elle a la connaissance de cette problématique au niveau de jardins familiaux et que justement, en tant qu'infirmière libérale, elle intervient régulièrement sur des personnes qui se trouvent donc au contact de cette berce. Et les, on va dire, dommages physiques que celle-ci peut avoir sont quand même non négligeables. Il y a vraiment une attention à porter sur la présence de celle-ci et donc de ce qui peut, enfin, s'il y a de la fréquentation en effet de public autour, d'intervention nécessaire. Également, alors là, on est plutôt sur une question à voir si au regard de vous, les intervenants du jour, on a quelques éléments de réponse ou études en cours sur l'impact du frelon asiatique sur la biodiversité. Alors là, on est un peu plus sur une question ouverte au sens large.
Donc, je ne sais pas si quelqu'un, en effet, a des éléments de réponse. Alors, c'est compliqué. En fait, il y a beaucoup d'études sur ce sujet-là, mais qui ont des résultats mitigés. En fait, c'est compliqué de se rendre compte vraiment de l'impact du frelon asiatique sur les populations d'insectes ou autres d'ailleurs, parce que c'est une espèce qui est généraliste, donc il se nourrit pas que d'une seule espèce. Donc il a un impact sur plusieurs espèces et les études en fait finissent souvent en disant bah peut-être. Voilà. Mais ils n'arrivent pas à trancher s'il y a vraiment un impact ou pas sur la biodiversité. Après, comme tout prédateur, finalement, il va avoir, effectivement, il va pouvoir consommer de l'abeille domestique comme des pollinisateurs sauvages. Et tout l'enjeu aussi du travail qui est là avec la Fredon et le groupe de travail, c'est aussi d'avoir on a mis aussi les fiches d'action avec un piégeage qui soit le plus sélectif possible, parce qu'au final, la question à un moment, c'est est-ce que le piégeage euh, jamais sélectif à 100%, n'a pas plus d'impact finalement sur la biodiversité que le frelon asiatique lui-même. Mais voilà, c'est des débats qu'on pourra avoir pendant des heures, quoi. Merci à vous pour voilà, ces premiers éléments de réponse, plutôt aussi de réflexion. Il y avait de nouveau une question concernant la berce du Caucase au regard de ces problématiques sanitaires engendrées. Donc, Margot avait répondu en effet que cette espèce fait partie du niveau 2 en termes de réglementation. Comme certaines personnes se sont connectées en cours, je me dis que ça peut peut-être valoir le coup de rappeler niveau 2 ce que l'on met derrière en termes de réglementation. Donc, je ne sais pas si Margot, Guillaume, euh, vous pouvez faire ce petit rappel. Je te laisse, Margot, tu veux que... Ah, je te laisse faire, je pense que tu es plus à même de l'expliquer. Donc, en fait, c'est les espèces qui sont classées au niveau 2, comme je l'avais présenté tout à l'heure, c'est la réglementation très stricte avec des interdictions complètes, vente, achat, détention, mise en vente, etc., etc. Donc, ces espèces de niveau 2, souvent ce qui se passe, le temps que le règlement de l'Union européenne se mette en place, on laisse toujours un petit délai. Par exemple, une espèce qui serait, je vais prendre un exemple là, une espèce qui serait réglementée aujourd'hui, on laisse quand même 3 mois derrière pour que les stocks commerciaux soient écoulés, mais dans des établissements autorisés, c'est-à-dire qui ne continuent pas à être en vente. Mais après, ces espèces-là ne doivent absolument plus se trouver, sont interdites à la vente. Ce qui est possible quand même, c'est que il y a toujours aussi des contrôles qu'on essaye de mettre en place, qu'on essaye de renforcer sur de la vente qui peut se faire de manière illégale sur certains sites, mais c'est des espèces pour celles qui sont de niveau 2 sont strictement interdites. Et quand elles sont réglementées au niveau de l'Union européenne, j'ai pas fait ce distinguo-là tout à l'heure, mais quand elles sont réglementées au niveau de l'Union européenne, dans l'ensemble de l'Union européenne, c'est des plantes que vous ne pourrez pas normalement retrouver en vente. Le règlement s'applique de la même façon, c'est ce que je disais tout à l'heure, une gestion un peu partagée au sein de l'Union européenne. Depuis peu, mais je ne vais pas complexifier les choses, mais il y a une réglementation aussi, le règlement de l'UE permet à un État membre de aussi mettre en place une réglementation nationale. Et depuis l'année dernière, on a certaines espèces qui sont aussi réglementées, mais là, pour le coup, uniquement sur notre territoire. Je vais citer un exemple, l'herbe de la pampa. Donc ça, par contre, l'herbe de la pampa, pour l'instant, c'est quelque chose que vous pourriez retrouver sur un autre État membre que la France, mais au point de vue français, c'est strictement interdit. Par contre, toutes celles qui sont dans le règlement de l'UE et les listes que j'ai évoquées tout à l'heure, donc de niveau 2, sont strictement interdites au sein de l'ensemble de l'Union européenne. C'est assez clair. Merci Guillaume, ce qui fait qu'en effet, c'était aussi en lien avec les éléments de réponse que tu as commencé à donner dans le chat. Il y avait une question sur pourquoi les œufs réglementés peuvent être encore achetés. Donc là, la question portait sur cette thématique du bulia, qui, de ce fait, n'est pas dans cette liste 2 à l'heure actuelle. Peut-être plus pour toi, Benoît, concernant en effet une question sur la solution idéale que serait de brûler les œufs, de peut-être en effet rappeler que
Le fait de brûler des déchets verts, on n'est pas non plus sur une solution idéale. C'est bien comme tu l'as évoqué, en fonction d'un certain enchaînement de solutions, et que quand les autres solutions ne peuvent être envisageables, euh, que celle-ci peut le devenir, mais je préfère te laisser la parole sur ce sujet. Effectivement, dans certains cas, on peut avoir si je n'abuse, un arrêté qui permet de brûler les exotiques envahissantes sur place. C'est envisageable, mais c'est point de vue global là concernant tout ce qui est changement climatique, c'est dans ce cadre-là en fait que le brûlage sur place n'est pas préconisé, loin de là. Mais c'est vrai que ça éviterait le transport et tous les risques associés. Néanmoins, il faut demander une autorisation administrative pour pouvoir le faire. Ouais, un arrêté préfectoral est nécessaire pris par les DDT après, pour le préfet pour autoriser ça, mais il faut vraiment justifier qu'effectivement, il n'y a pas d'autre solution et que c'est la seule solution par rapport ce que tu as évoqué en termes d'impact du brûlage. Pardon. On a de ce fait aussi une question qui concerne donc, concernant les possibilités de formation. Alors j'ai vu la question, mais le problème c'est que on est dans le département. La personne qui Oui. pose la question est dans le département 95, Euh, si je ne me trompe pas. ouais, tout à fait. Ce qui peut être fait aussi, je vais regarder pour peut-être aussi mettre le contact, ou en tout cas le site de l'Agence régionale de la biodiversité de l'Île-de-France, qui pourrait peut-être être aussi un interlocuteur pour pouvoir mieux répondre à cette question, puisqu'en effet, le webinaire du jour concerne plutôt les enjeux et les outils et solutions qui peuvent être mis en place en Hauts-de-France. Oui, par ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est que le Conservatoire botanique réalise enfin, tous les ans, une ou même plusieurs formations sur les exotiques envahissantes dans le cadre d'un agrément avec le CNFPT, donc pour les fonctionnaires territoriaux. Ok, merci Benoît pour ce complément. Ok, puis Margot avait aussi de ce fait mis des liens en lien avec la Fredon Île-de-France. Alors, notre ramassage des déchets se fait sur une usine de compostage, sur un syndicat de déchets. Si des citoyens mettent des sacs à destination de l'usine, est-il suffisant pour l'élimination des espèces invasives? Bon, première chose, il faut que les sacs soient bien fermés. Et ensuite, comme je le disais tout à l'heure, il est important de s'assurer qu'il n'y ait pas de graines dans les déchets. Parce qu'il n'est pas sûr que les graines, en fait, soient détruites par le processus de compostage. Ça, c'est important, c'est vraiment important de s'en soucier, sinon le compost qui sera produit risque d'être contaminé également. Ce qui n'est pas, ce qui n'est pas une bonne idée non plus. Donc à vérifier, il y a cette chose-là à vérifier. Pour poursuivre, mais sachant ce que je vais proposer, c'est peut-être que tout ce qui peut être, enfin, ce que vous pouvez répondre directement dans le chat, de pouvoir le faire de manière à peut-être poursuivre sur le webinaire. Et s'il y a des questions qui ne pourront pas l'être, on prendra un petit temps de parole à la fin pour reparcourir ces questions si vous préférez répondre à l'oral au niveau de vous quatre. Donc, je vous propose de poursuivre avec l'intervention de Benjamin Lemidel de l'Adréal. Benjamin, si tu peux ouvrir ton micro, me confirmer que tu peux le faire. Tu peux plus le faire. Ah. Est-ce que là, tu peux le refaire? Ouais. Oui, vous C'est m'entendez? bon. Oui.
Je voulais répondre à Madame, je retrouve Vas-y. son nom, est-ce que je t'avais écrit, ou que c'était À Lucie, je suppose. à Sylvie Bocobza, c'est bien de la commune de Vierme. Oui, c'est ça, viens, tout à Elle fait. pourrait se rapprocher du PNR Ouest Pays de France qui pourrait monter une opération de formation. Le PNR étant en Hauts-de-France, ça nous permettrait d'intervenir en fait sur l'Île-de-France et soit de missionner le Conservatoire botanique ou de missionner la Fredon Hauts-de-France. Donc, ce qui permet en fait d'avoir des actions sur les communes de l'Île-de-France si on peut intervenir. Ah, bien. Euh, Bah, merci Benjamin pour ces éléments complémentaires. Par Et contre, je te... tu peux me mettre la diapo, Mélanie, parce que pour l'instant, moi, je vois ton ordi. Je sais pas si. Ah, vous avez pas... Ah, bon, je recommence alors. Euh, Est-ce que ce coup-ci, ça fonctionne de votre côté? Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Merci. Super, merci. Donc, comme l'année dernière, le Fonds vert biodiversité est reconduit cette année sur 3 mesures, enfin, qui sont gérées par la DREAL Hauts-de-France et l'OFB. Donc, vous avez la mesure Atlas de la biodiversité communale, donc c'est les ABC. Cette mesure est gérée directement par l'Office français de la biodiversité. Et vous avez deux autres mesures qui sont gérées aussi par la DREAL Hauts-de-France et les agences de l'eau territorialement compétentes sur le territoire des Hauts-de-France, restaurer, protéger et réduire les pressions sur la biodiversité. Donc, ils font partie du Fonds vert biodiversité de cette année. Donc, la mesure restaurer, protéger la biodiversité s'adresse surtout à de la restauration de milieux naturels. Mais dans cette restauration de milieux naturels, vous pouvez avoir aussi de la gestion d'espèces exotiques envahissantes. Donc, si vous avez majoritairement un projet de restauration naturelle avec une petite partie de gestion d'espèces exotiques, vous pouvez le déposer sur cette mesure. Mais sur l'autre mesure, réduire les pressions sur la biodiversité, si votre projet est majoritairement l'éradication d'une EE, prenez cette mesure. Donc, je vais vous la mettre en ligne. Donc, je vous ai mis sur le chat le lien de la plateforme Aide Territoire, réduire les pressions sur la biodiversité. Cette mesure est déclinée dans les Hauts-de-France. Donc, il faut bien prendre cette mesure-là et vous allez avoir toutes les informations relatives à cette mesure. Donc, ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est l'éradication des EE, qu'elles soient végétales ou animales. Et ce que l'on vous conseille surtout, comme les différents animateurs vous ont présenté aujourd'hui, c'est que les projets que vous voulez mettre en œuvre, c'est de vous rapprocher, soit qui est du végétal, de vous rapprocher du CBN. Vous avez 2 références sur les Hauts-de-France. Donc, soit vous vous rapprochez de Benoît si vous êtes dans le Pas-de-Calais pour avoir des mesures de gestion qui soient adéquates, soit c'est Quentin Dumont pour l'ex-Picardie, pour rapprocher de Quentin Dumont à Bailleul aussi pour monter votre projet d'éradication d'espèces végétales et surtout pour vous conformer à tout ce que vous a dit Benoît, c'est-à-dire de monter un dossier qui soit validé par, par le CBN avant de le déposer. Sinon, nous, après, on est obligé de redemander un avis CBN pour valider ce projet. Et surtout, faites attention à ce que ce projet il soit bien décliné dans la stratégie régionale EE qui a été présentée par Guillaume
et par le STEN, par le Conservatoire d'espaces naturels. Après, au niveau des espèces animales, donc vous pouvez vous rapprocher aussi de Margot de Gisèle, par exemple sur le frelon asiatique. Nous avons eu beaucoup de demandes pour le frelon asiatique, donc vous vous rapprochez de Margot pour que ce soit aussi dans le plan régional d'action sur les frelons. Et pour les autres espèces animales, c'est Guillaume qui sera le référent. Dans le site Fond Vert, Guillaume est le référent avec le SEN Hauts-de-France pour vous aider à monter le projet. Comme l'a bien décrit Benoît, surtout pour l'éradication du NEE, c'est une subvention d'investissement. Donc, c'est pas une action, on va dire, ponctuelle. L'éradication peut être ponctuelle, mais surtout, c'est le suivi de cette action. Donc, n'hésitez pas à déposer une demande de subvention pour faire le suivi de l'éradication sur plusieurs années. Ça peut, qui permet, en fait, d'éradiquer cette espèce au cas où il y a une repousse, c'est une plante, qui n'est pas fini les années suivantes. Ce que je ferai parce que c'est assez compliqué de vous expliquer tout ça en visio, le mieux c'est que je vous enverrai toutes les modalités de dépôt avec Mélanie vous enverra avec les PowerPoint et je vous enverrai le cahier d'accompagnement relatif au fonds vert et les différentes explications de subventions. Donc les deux porteurs de projets, on va dire, il y a les EPCI, donc les communes et les communautés de communes, et aussi les associations. Donc les EPCI sont subventionnés à 80% max et les associations à 100% max. Et la priorisation des dossiers est réalisée au regard des espèces régionales les plus impactantes définies dans la stratégie régionale EE. Et donc, après, je reste à votre disposition pour de plus amples renseignements et questions sur le chat. Merci Benjamin. Donc, comme évoqué par Benjamin, n'hésitez pas donc à partager et à mettre vos questions dans le chat. Pour l'instant, je balaye rapidement les dernières. Je vois que, en effet, les réponses sont faites en direct. Je te propose, Benjamin, de surveiller le chat en fonction de ce qui sera posé. Et en fonction du temps qui nous restera, je vous proposerai de suite un dernier temps de questions-réponses à l'oral. Mais d'ici là, je vous propose de poursuivre sur le dernier temps de présentation du webinaire qui concerne donc, le dispositif Territoire engagé pour la nature. Donc, je me permets de présenter parce que je m'aperçois que j'ai oublié de le faire en intro du webinaire. Donc, je suis Mélanie Beauchamp, en charge du volet mobilisation des territoires à l'Agence régionale de la biodiversité des Hauts-de-France. Et donc, ce dispositif qui fait partie d'un triptyque sous l'égide de la terminologie engagée pour la nature, donc qui est un dispositif national, initié par le ministère et par région de France. Ces différentes démarches sont coordonnées par l'Office français de la biodiversité au niveau national, et donc elles se déclinent en 3 volets. Un volet à l'attention des entreprises, un volet à l'attention des partenaires, donc tout acteur qui peut accompagner soit les entreprises, soit les collectivités. Et donc, ce 3e volet qui s'appelle Territoire engagé pour la nature est donc à l'attention des collectivités. EPCI, communes, pour nous en Hauts-de-France peuvent aussi rentrer les territoires de projets de type pôle d'équilibre territorial et rural, ainsi que les pôles métropolitains. Territoire engagé pour la nature est un dispositif qui est régionalisé puisqu'on a un pilotage en région par 5 structures que sont l'ADREAL, l'Office français de la biodiversité, la région Hauts-de-France et les 2 agences de l'eau. L'animation du dispositif est portée par l'Agence régionale de la biodiversité à travers une mission confiée à l'Union régionale des CPIE. Quel est l'intérêt pour une collectivité d'aller vers ce dispositif? Tout d'abord, de pouvoir être accompagné pour formaliser un programme d'action. L'idée, c'est de vous apporter un appui à la réflexion, de pouvoir en effet vous conseiller sur les actions
que vous pourriez mener sur votre territoire au regard des enjeux dont vous avez connaissance. De pouvoir aussi faciliter la mise en relation et la formalisation de plans de financement. Donc, il n'y a pas de financement direct à travers le dispositif en Hauts-de-France, en tout cas pas actuellement. L'Adréal avait pu le faire il y a quelques années grâce au dispositif France Relance, où une bonification était accordée aux collectivités reconnues TEN. Donc, ça ne veut pas dire que demain, ce genre de choses ne se refera pas. Là, en ce moment, d'un point de vue de dispositifs financiers qui sont mobilisables, on n'a pas de bonification supplémentaire. Par contre, en effet, avec plusieurs des partenaires financiers qui sont cités, l'idée, c'est qu'à dossier égal, il y ait par contre, en effet, une démarche privilégiée pour les collectivités qui seraient dans le dispositif territoire engagé pour la nature. De pouvoir aussi vous informer, donc vous mettre en relation avec les différents financeurs et interlocuteurs pour pouvoir au mieux faire correspondre votre demande de financement avec les lignes d'éligibilité des appels à projets. De pouvoir également bénéficier d'une valorisation nationale, régionale ou locale de vos engagements, des actions que vous menez, et également de rejoindre le club des engagés. Donc, le club des engagés a pour vocation de réunir les différentes collectivités qui sont reconnues TEN en région. Donc, je vais me permettre d'utiliser le mot TEN, qui est le raccourci pour territoire engagé pour la nature, mais également les collectivités qui rentrent dans la démarche de capitale française de la biodiversité, ainsi que les collectivités qui portent un atlas de la biodiversité communale. Je vois qu'en effet, Benjamin confirme que les dossiers TEN sont prioritaires pour le Fonds vert en Hauts-de-France. L'idée de ce club est aussi de contribuer au partage d'expériences entre collectivités engagées, que ceux qui sont peut-être déjà plus avancés, qui ont déjà pu tirer avantage, inconvénient d'une action, puissent faire bénéficier d'autres, de pouvoir partager des interrogations et questionnements aussi sur des sujets pour lesquels on peut avoir encore besoin d'un apport de connaissances ou de formation. L'idée après étant de pouvoir vous mettre en relation avec les partenaires qui pourront répondre à ces besoins. Aujourd'hui, une vingtaine de collectivités, certaines là ont leur dossier en cours d'instruction et en cours de validation. Donc aujourd'hui, officiellement, 20 collectivités reconnues TEN en Hauts-de-France. Comme vous pouvez le voir, des collectivités de toute taille, une grosse moitié du PCI et une autre moitié de communes, aussi bien d'un petit village comme peut l'être Ressons-Melon dans l'Aisne, que de plus grosses villes comme la ville de Lille dans le Nord. Comment être reconnu territoire engagé pour la nature? Pour ce faire, il faut déposer un dossier. Ce dossier il se compose de deux parties. Une partie plutôt sous la forme d'un formulaire, d'un questionnaire, qui a pour vocation de vous aider aussi à porter une réflexion sur ce que vous avez pu déjà mener comme action en lien avec la biodiversité, quelles actions pourraient peut-être être améliorées, à développer, ou à l'inverse, des sujets sur lesquels vous n'avez pas du tout engagé de choses et qui pourraient être à initier. Donc ça, voilà, l'idée, c'est de faire un peu un point sur là où vous en êtes pour, en fonction de cet état des lieux, définir des projets, des actions que vous souhaiteriez mener dans les 3 ans. TEN, c'est bien un engagement à faire plus demain que ce que l'on faisait aujourd'hui. TEN n'a pas vocation directement à reconnaître des choses qui ont déjà été faites. C'est vraiment dans cette idée de démarche d'amélioration, d'avoir quelque chose d'engagement à moyen terme dans les 3 ans à venir. Et comme évoqué précédemment, tout au long de ce processus, le but, c'est de pouvoir bénéficier d'un appui à la réflexion à travers typiquement des échanges avec moi pour pouvoir vous conseiller, vous apporter des éléments pour nourrir votre réflexion sur les actions que vous pourriez mener. Ces actions doivent correspondre à 4 champs d'intervention qui ont été nous choisis en région de France. Un premier qui porte sur l'amélioration des connaissances, un second sur la protection et la restauration de la biodiversité, un troisième en lien avec l'aménagement et la gestion durable du territoire, mais on peut aussi parler du volet planification, et enfin, un dernier sur l'éducation citoyenne à la nature.
Pour vous aider ou pour vous illustrer ce que l'on peut retrouver, ce que vous pourriez venir à indiquer dans cette démarche de candidature. Donc, sur le premier volet concernant l'amélioration des connaissances, ces actions doivent être dépendantes de ce que vous avez ou pas déjà fait. Donc, par exemple, vous pouvez arriver à un constat que demain, vous avez besoin d'une vision globale de ce qui peut, des espèces qui peuvent être présentes ou pas sur votre commune, de quels sont les espaces à enjeu. Et donc, pour ça, par exemple, vous pourriez partir sur la mise en œuvre et la réalisation d'un atlas de la biodiversité communale, pour lequel, comme a pu l'évoquer Benjamin, il y a aussi, à l'heure actuelle, la possibilité de faire financer ce type de démarche grâce au fonds vert. Ça peut être aussi des études liées à l'identification des connexions écologiques et aussi des secteurs de restauration, donc trame verte et bleue, des choses plus spécifiques liées à la pollution lumineuse avec la mise en œuvre et l'élaboration de trames noires. On voit aussi maintenant de plus en plus de collectivités qui nous parlent de trame brune, donc c'est tout ce qui est lié à la protection des sols, à la qualité des sols. Si à un moment pour des communes qui seraient soit qui auraient déjà fait ces démarches générales à l'échelle de leur territoire et qui souhaiteraient par contre faire des focus sur certains espaces, ou à l'inverse, des collectivités qui ne se sont peut-être pas encore prêtes à aller sur des démarches globales de territoire, ça peut être des focus plus précis, soit sur des groupes d'espèces pour lesquels elle en en veut à aller regarder plus finement quelles espèces sont présentes et d'avoir une meilleure idée de comment, en effet, agir en faveur de celles-ci. Ça peut être aussi à l'échelle de certains sites, de se dire quand elles ont des espaces, soit parce que y a en effet une certaine maîtrise foncière, hein, comme un marais communal. On a des collectivités qui ont pu mener des actions à l'échelle de l'ensemble des parcs d'activités, dans le cadre des EPCI, par exemple. Je l'ai mis aussi tout le volet, bien sûr, lié aux espèces exotiques envahissantes, inventaire et cartographie de celles-ci, soit de nouveau à l'échelle du territoire, mais ça peut être aussi à l'échelle d'espaces à enjeu où vous savez que vous avez connaissance que l'espèce est présente, mais pas de manière précise en termes de cartographie, de volume et de quantité et de sa répartition plus fine sur votre territoire. On peut avoir des actions un petit peu plus précises de type inventaire participatif. Et à titre d'exemple, on a aussi certaines collectivités donc là, qui étaient bien avancées sur les démarches précédentes, mais qui ont voulu aller plus loin avec la mise en place d'indicateurs biodiversité à travers la constitution d'un groupe d'experts en local. Concernant le deuxième champ d'intervention sur la protection et la restauration de la biodiversité, donc là, on peut retrouver des programmes de lutte contre les espèces exotiques envahissantes. Également, des actions liées à la préservation-restauration de milieux ou de micro-milieux, liées par exemple au réseau boucager, à un ensemble de réseaux de mares. C'est un enjeu fort pour nous en Hauts-de-France, la thématique des pelouses sèches, pardon pour la faute d'orthographe. Des aménagements, donc là on peut aussi avoir la porte d'entrée espèces, de se dire, de mettre en place des aménagements en faveur de certains groupes d'espèces comme les chiroptères, les rapaces nocturnes. On a des collectivités qui ont ciblé par exemple les écureuils roux. On peut retrouver aussi des actions par exemple sur la thématique des pollinisateurs. La mise en place de programmes de gestion écologique de sites, également des dossiers qui pouvaient concerner la réouverture de cours d'eau. Ces listes ne sont pas exhaustives, sont vraiment tirées aujourd'hui des différentes typologies d'actions que des collectivités ont pu présenter et souhaiter mettre en œuvre dans le cadre de territoires engagés pour la nature. Concernant l'axe aménagement et gestion durable du territoire, donc là, le but, je ne vais pas les parcourir tous, mais parfois, c'est un axe qui peut vous poser question sur ce qu'on peut y mettre. Donc là, en effet, l'idée était d'être un petit peu plus exhaustif sur ce qu'on pouvait y retrouver. On va pouvoir retrouver, par exemple, tout ce qui peut être sujet aussi un petit peu transversal. Des thématiques en lien, par exemple, avec la mise en place d'un plan de paysage où la collectivité souhaite avoir un réel volet biodiversité et pas uniquement le côté et l'approche paysagère de son territoire. Faire du lien aussi entre gestion des espaces verts et biodiversité, des imperméabilisations, lutte contre les îlots de chaleur, ce genre de choses. Par rapport à un volet, par exemple, aussi tourisme, on a des collectivités qui font le lien entre la réouverture et la préservation de chemins, avec cette vocation aussi de découverte de leur territoire
pour leur population, mais également de pouvoir profiter de ces actions pour avoir une gestion ou des aménagements propices à la biodiversité. On évoquait un tram noir au point de vue connaissance, on peut retrouver aussi tout le volet action mise en œuvre dans cet axe en lien avec la pollution lumineuse et l'adaptation de l'éclairage public. Des imperméations, je vous en ai parlé, également tout ce qui peut être lié à la restauration de friches, avec toujours une plus-value en faveur de la biodiversité, l'acquisition, la gestion d'espaces naturels, et aussi des actions en lien avec ce volet entreprise, zone d'activité, avec des guides de préconisation quand de nouvelles entreprises peuvent venir s'installer, et guides de préconisation sur des actions favorables à la biodiversité. Enfin, concernant le dernier axe, le volet éducation citoyenne et nature, donc là, on peut avoir différentes cibles. On a des collectivités qui nous font part de mise en place de formations à l'attention de leurs élus d'agents en local, la mise en place d'un conseil local de la biodiversité, la mise en place de différents programmes pédagogiques, donc soit l'attention de scolaires, soit l'attention de certains publics que la commune souhaite cibler. Ça peut être des créations de parcours pédagogiques en lien avec cette thématique des sentiers que l'on évoquait ou d'un espace de nature que la commune souhaiterait davantage révéler, faire du lien auprès de sa population. On a des EPC qui ont même créé des outils qu'elles mettaient après à disposition des écoles de leur territoire. Ça peut être la mise en place d'opérations de sciences participatives en partenariat avec différents acteurs régionaux sur le sujet et déclinés à l'échelle de votre territoire. Donc voilà un panel un peu des actions qu'on peut retrouver, sachant que, pardon, la présentation est restée bloquée. Sachant que toutes ces actions seront ensuite regardées par un jury qui est composé des structures que je vous ai citées au début en termes de pilotage de cette démarche en région. Le jury va regarder ce programme d'action en voyant si celui-ci contribue bien à favoriser l'implication d'un maximum de public, de pouvoir aussi contribuer à faire de ce sujet qui est la biodiversité un sujet transversal au sein soit des services, quand on est sur des collectivités un peu plus importantes, mais aussi au sein des différentes compétences que la collectivité peut exercer. Celui-ci, bien sûr, il doit rester proportionné aux moyens et aux enjeux du territoire, le but étant en effet de contribuer à sa faisabilité. On n'attend pas d'office des projets qui soient ambitieux, il faut juste qu'ils soient réalistes par rapport aux enjeux, à la présence de telle ou telle espèce sur le territoire communal et à la taille de la collectivité et à ses moyens. Dans les actions, ce qui sera attendu, c'est d'avoir aussi une proposition d'indicateurs qui permettra de pouvoir faire son suivi, son évaluation, d'un point de vue mesurable et révisable. Bien sûr, alors on le rappelle, ça peut être évident, mais que les actions aient un impact positif, direct ou indirect, en faveur de la biodiversité. Et le critère d'additionnalité, à savoir que les actions doivent aller au-delà des obligations réglementaires. Il n'est plus attendu aujourd'hui d'avoir une fiche action qui dit qu'une commune va mettre en place le zéro phyto, vous êtes obligé de le faire. Par contre, à une action qui expliquera que vous souhaitez aller au-delà et que dans cette gestion de vos espaces verts, vous voulez monter d'un cran sur l'accueil ou les actions favorables à la biodiversité, et bien là, on est pleinement dans le champ des actions et des projets qui peuvent être attendus dans le cadre d'une candidature à territoire engagé pour la nature. Enfin, comment, en effet, rentrer dans cette démarche? Tout d'abord, vous pouvez obtenir donc, les renseignements et avoir des éléments sur les dossiers de candidature en me contactant via l'adresse mail que vous avez à l'écran. La prochaine session de relevé, en effet, des dossiers de candidature, elle est fixée au 15 juillet 2024. Vous trouverez l'ensemble des informations sur la page régionale du dispositif Engagé pour la nature en Hauts-de-France. Donc, vous retrouverez ces liens à travers l'envoi de la présentation du jour. Et de mon côté, voilà, j'ai fini pour ce volet territoire. Je voulais aussi profiter, et je vais quand même enchaîner directement sur ce sujet, concernant un point d'actualité sur un autre dispositif que l'Agence de l'eau Artois-Picardie, donc là, ça ne concernera que les collectivités du territoire de l'Agence de l'eau Artois-Picardie, sur un appel à manifestation d'intérêt en faveur des solutions fondées sur la nature.
au service des défis liés à l'eau. Donc, on est sur un financement possible des études de maîtrise d'œuvre pour la conception de projets favorables enfin, qui font appel aux solutions fondées sur la nature à hauteur de 100%. Le but, c'est de pouvoir sélectionner une dizaine de projets sur le territoire Artois-Picardie. Vous avez le contact de la personne qui est Sébastien Leclerc, qui suit ce dossier à l'Agence de l'eau, et je vais vous partager dans le chat les liens pour, en effet, télécharger l'appel à manifestation d'intérêt, le petit flyer qui vous donne de manière très résumée l'ensemble des informations nécessaires et principales. Et enfin, pour ceux qui voudront peut-être aller plus loin, le lien vers le règlement où là seront précisés les éléments pour pouvoir y répondre. Donc, je vous propose de repasser sur un temps de questions de réponse. Donc, je ne sais pas s'il y a, je vais regarder vite fait s'il y a eu des questions par rapport à thème. Est-ce qu'il y a... Alors, pour l'instant, je n'en vois pas en attendant de voir. Ah, merci Sébastien d'avoir repartagé les liens pour l'AMI que je viens de vous évoquer. D'ailleurs, Sébastien, comme tu es présent, si tu souhaites prendre la parole et compléter ce que j'ai pu dire, je vais laisser Marion te redonner l'accès à ton micro. Donc, pas hésiter à prendre la parole. Je vois que globalement, la plupart des intervenants ont répondu en direct. Je ne sais pas si sur les questions qui ont pu vous être posées dans le chat et auxquelles vous avez répondu, vous trouvez peut-être aussi intéressant de d'en repartager certaines à l'oral. Parce que voilà, on a un petit temps encore possible pour faire ce temps d'échange à l'oral également. Et oui, du coup, je peux prendre la parole pour parler un petit peu de l'AMI Solutions fondée sur la nature. Il a été lancé le 18 mars par l'Agence de l'eau Artois-Picardie, donc, et il va se clôturer pour le 14 juin 2024. On attend un maximum de candidatures des collectivités, donc si possible, de enfin, partager ça à vos réseaux afin donc d'avoir un maximum de projets d'études de conception, de projets pour mener des études de conception de projets solutions fondées sur la nature. Et je suis à votre disponibilité pour échanger à ce sujet, donc par mail ou sur le numéro de téléphone qui est disponible sur le flyer que je vais partager tout de suite dans le chat de la conversation. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci Sébastien. Margot, je vois que tu as rappelé, alors je t'avais bien expliqué tout à l'heure ce qu'il ne fallait surtout pas faire en termes de piégeage. Alors je m'excuse, peut-être que moi j'ai pas suffisamment bien tendu l'oreille, mais je trouve intéressant ce que tu as rappelé sur les critères par contre à privilégier. Peut-être en effet les redonner aussi à l'oral. Alors, c'est les critères pour le piégeage qui seront aussi de toute façon dans la présentation et qui seront dans le plan régional et dans le plan national d'ailleurs. C'est que ce soit un piège qui soit à sélection physique de type NAS, donc un piège NAS, équipé de cônes d'entrée et qui ait une séparation entre l'appât et la partie de capture. Donc, je ne vais pas privilégier une marque plutôt qu'une autre, hein, mais voilà les critères à regarder au niveau du piégeage et surtout ne pas prendre de pièges de type bouteille, cloche ou bocaux, même s'ils ont été remaniés, etc. C'est des pièges qui ont montré leur non-sélectivité à plusieurs reprises. Voilà. Merci Margot. Alors j'ai une question que vous ne voyez pas, mais qui m'a été posée en direct concernant les événements qui pouvaient être liés à la thématique et en lien avec la fête de la nature. Je vais partir vite faire la recherche du lien de l'agenda pour pouvoir vous le partager. Google qui m'embête. Je vais remettre. Donc, hop, je partage les éléments.
Possibilité aussi de voir ce qui peut se faire, nous, en région Hauts-de-France, sur le site Patrimoine naturel des Hauts-de-France. Pour autant, je sais qu'on a quelques soucis techniques là depuis quelques semaines et qu'on est en train d'essayer d'y remédier. Donc, je vais quand même vous mettre le lien. On s'excuse par avance si toutefois, au moment de vous voudriez vous connecter, que celui-ci ne fonctionne pas. On espère pouvoir y remédier le plus rapidement possible. Euh, et je ne sais pas si j'oublie des questions autres. Je me tourne aussi vers nos différents intervenants si, voilà, s'il y avait des sujets ou des points sur lesquels vous souhaiteriez revenir. Si ce n'est pas le cas, et si c'est bon pour tout le monde, je vais vous proposer qu'on voilà, qu'on mette un point final sans vraiment que ça soit un point complètement final à ce sujet, hein, puisqu'on était plutôt sur des propos à vocation aussi introductive ou en tout cas de rappel, dans le but de vous inviter justement à plutôt soit prendre la tâche de nos différents intervenants du jour ou d'aller vers les liens et les documents qui vous seront partagés via les présentations. Donc, le temps en effet de pouvoir publier le replay et de pouvoir faire un document unique de l'ensemble des présentations de tous. Le but sera de vous transmettre tout ça le plus rapidement possible, soit cette semaine, soit la semaine prochaine. Et ben, je vous remercie tous de votre participation, de votre intérêt, des questions posées. Et puis merci aux intervenants. Merci.